L'Union des étudiants juifs de France organisait aujourd'hui à Paris des assises de la lutte contre la haine sur Internet. Avec cette question, le droit peut-il obliger Facebook, Twitter, YouTube et compagnie à retirer tout leur contenu de haine, leur contenu antisémite, leur contenu négationniste et révisionniste? Pour en parler, le président de l'Union des étudiants juifs, Sacha Rengevirtz, bonsoir. Bonsoir. Et un spécialiste du droit numérique, Nicolas Arpagian, qui est directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, pour illustrer ce débat, en vous mettant en garde, il ne s'agit pas de propagande de notre part, mais bien de vous montrer là où le bas blesse, vous faire écouter deux documents que j'ai trouvés le plus simplement du monde sur YouTube, en tapant tout simplement sur le moteur de recherche de YouTube le mot Shoah. Le premier document, c'est un extrait d'une émission de radio qui date de 1981. Le célèbre révisionniste Forisson déblatère tranquillement. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique. Premier extrait. Deuxième extrait, c'est un autre révisionniste, un ancien prof qui a été radié de l'éducation nationale. Il s'appelle Vincent Renoir. À partir de photos des ruines des chambres à gaz d'Auschwitz, il en conclut, écoutez. La conclusion s'impose. Jusqu'en septembre 1944 au moins, il n'y a jamais eu de trous dans les toits des pièces des crématoires 2 et 3, présentées aujourd'hui comme ayant été des chambres à gaz homicides. Ce simple constat suffit pour rejeter la thèse officielle selon laquelle 700 000 personnes auraient été gazées dans ces crématoires 2 et 3 entre 1943 et 1944. Sacha Rengevirtz, c'est bien ça votre sujet? Tout à fait. Effectivement, c'est le paradoxe d'Internet, qui est à la fois un espace formidable de connaissances, d'apprentissage, de communication, mais qui aussi a la potentialité d'exposer des publics extrêmement larges à des contenus qui autrefois étaient mis à la marge. Par exemple, sur ces contenus négationnistes dans les années 80, pour aller les dénicher, il fallait aller au fin fond d'une librairie négationniste dont l'adresse avec un grand manteau et un gros chapeau pour pas qu'on nous reconnaisse. Exactement, un manteau et un chapeau. Aujourd'hui, n'importe quel écolier qui doit faire par exemple un exposé et qui va tout simplement taper ça sur son application mobile, il va immédiatement être confronté à ce type d'informations. Par ailleurs, c'est difficile à cet âge-là de se façonner un esprit critique. Quand on voit quelque chose sur un écran avec une vidéo, ça devient tout de suite extrêmement crédible et ça a des effets plus qu'historiques. Ça a des effets au quotidien parce que quand on est confronté à des contenus négationnistes et qu'on pense que la Shoah n'a pas existé, alors très vite on banalise le racisme et l'antisémitisme. Est-ce que vous avez tenté de faire interdire ces vidéos par YouTube ? Aujourd'hui, pour faire supprimer une vidéo sur YouTube, il faut la signaler. YouTube n'est pas tenu de la supprimer tant qu'il n'y a pas un signalement par voie judiciaire, c'est-à-dire qu'une lettre est expédiée. En Californie, la procédure met 31 jours, ce qui est complètement obsolète au vu de la diffusion. Lorsque Dieudonné, il y a un peu plus d'un an, publiait des vidéos négationnistes qui ont été vues par plus de 4 millions de Français, eh bien, il a fallu plus de 4 semaines de procédures judiciaires, pourtant en référé et en urgence, afin de faire en sorte que ces contenus soient supprimés. Le message était, entre-temps, largement passé. Mais là vous n'y êtes pas arrivé, puisque Forisson, il est toujours là. Ce qu'il raconte est une ineptie totale, mais c'est toujours là. Mais on ne peut pas, les associations ne peuvent pas passer leur temps à être les éboueurs du net. Et nous avons donc lancé un appel à responsabiliser les opérateurs, que le président de la République avait soutenu sur la question du négationnisme à l'occasion des 70 ans de la libération d'Auschwitz. Cet appel avait d'ailleurs été rejoint par les grandes organisations étudiantes françaises, l'UNEF, la FAGE, l'UNI et les organisations antiracistes pour demander à ce qu'Internet soit libéré du négationnisme. Alors, vous, Nicolas Arpagian, vous connaissez le droit d'Internet. Comment ça se fait que Forisson est toujours sur YouTube? Alors déjà, ces plateformes ont le statut d'hébergeur et non le statut d'éditeur. Quand vous êtes éditeur, vous avez la responsabilité éditoriale de ce qui est dit sur cette antenne, puisque c'est un média à part entière. Là, c'est effectivement une logique d'hébergeur, c'est-à-dire qu'il faut déjà une procédure de signalement. Alors le signalement, il peut se faire directement auprès de la plateforme, le YouTube, Twitter ou autre. En France, ça suffit? En France, alors le plus simple, sinon, c'est surtout de saisir une plateforme qui s'appelle Pharos, P-H-A-R-O-S. Vous allez ça sur un moteur de recherche et l'idée, c'est au moins de saisir les autorités. C'est-à-dire que ça va vous permettre de donner l'URL, le lien qui va pointer vers la page qui fait problème. Mais ce qui est assez particulier sur ces plateformes,
c'est que effectivement le droit qu'ils reconnaissent, c'est le droit local, c'est-à-dire le droit en l'espèce de Californie. Si vous lisez attentivement les conditions générales, par exemple de Facebook, vous apprendrez que le tribunal compétent est le tribunal du comté de Santa Clara en Californie. Et parce que c'est d'ailleurs ces conditions qui sont imposées en quelque sorte lorsque vous signez les conditions générales d'utilisation. Qu'on lit bien entendu. Voilà, vous ne les lisez pas, et c'est Non. d'autant plus que la version en française n'est qu'une version édulcorée, puisque c'est une version synthétisée, approximative, et d'ailleurs il est bien écrit que de toute façon seule la version en anglais compte, et c'est surtout que cette version de ces conditions générales d'utilisation, elle est mise à jour régulièrement, et bien évidemment l'internaute ne se tient pas informé. Donc on est là sur une problématique qui est effectivement d'avoir ces plateformes qui ont une grande qualité, c'est la diffusion de la création. Simplement, comme on l'évoquait là, il ne s'agit pas en fait d'un contenu singulier. Il s'agit que dès lors que plusieurs personnes reproduiraient cette vidéo, c'est autant de démarches qu'il faudrait effectuer. Parce que, effectivement, vu de l'hébergeur, même si c'est la même vidéo, elle est considérée comme étant un contenu distinct. Ah bon, en même temps, est-ce que vous comprenez, Sacha Rengewirtz, que ces plateformes étant des plateformes mondiales, elles ne peuvent pas se permettre d'appliquer le droit de tous les pays dans lesquels elles sont diffusées. Sinon, la chose n'est pas jouable. Oui, mais enfin, il y a tout de même des bases sur lesquelles on peut se retrouver. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les contenus pédopornographiques. Dans cette matière, les plateformes ont été relativement efficaces. Malheureusement, non pas pour supprimer complètement, parce que c'est une activité, malheureusement, qui continue. Mais en tout cas, au moins pour faire en sorte que ce soit mis à la marge. Et moi, j'estime que pour les contenus d'appel à la haine, pour les contenus d'incitation au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie, il en va non seulement de la dignité des personnes, mais il en va aussi du refus de propagation des idéologies mortifères qui font aujourd'hui tellement de mal et qui font en sorte, malheureusement, de radicaliser beaucoup de jeunes. Parce qu'à cet âge-là, c'est un âge aussi où on est beaucoup plus en construction de l'identité, friable. Et d'ailleurs, le sondage que nous avons fait paraître ce matin le montre bien. Aujourd'hui, les populations jeunes sont beaucoup plus exposées. Et nous avons eu le regret de constater que près de 20% des jeunes de moins de 35 ans, français, estimaient que les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher ne s'étaient pas exactement produits tels que les médias l'avaient relaté. Ce qui laisse du coup poindre le fait que les théories négationnistes les théories complotistes qui se sont diffusées sur Internet immédiatement après, ont eu malheureusement un certain succès et une certaine audience. Et ce qui d'ailleurs au passage justifie que les médias comme les nôtres puissent filmer des scènes comme celles qui se sont déroulées le 7 janvier, au moins quand les images sont là, on ne peut pas fantasmer sur l'absence d'image. Est-ce que c'est ça la problématique ? En gros, ces plateformes sont mondiales. Elles ne veulent pas que s'appliquent à elles des droits nationaux. Alors, elles ne veulent pas non plus altérer leur activité. Pourquoi ? Parce que faire le filtrage, ça coûte. C'est de l'intervention humaine, c'est de la manipulation de données. C'est forcément pénalisant dans une activité qui se veut fluide. Alors, la seule chose, c'est qu'on s'aperçoit que l'argument est quelquefois à double tranchant. Prenons l'exemple du compte Twitter du commandement américain pour le Moyen-Orient qui a été piraté. Il a fallu 35 minutes entre le moment où le piratage a débuté et le moment où on est revenu à une situation normale pour justement balayer le piratage qui était intervenu. Donc on voit bien que quand il y a une vraie volonté politique, ce sont des prestataires qui sont capables de rétablir. Et c'est là où effectivement il faut avoir un discours assez ferme avec ces plateformes qui sont, rappelons-le, des sites commerciaux. Donc effectivement, un des arguments qui peut porter à leur encontre, c'est le fait qu'un certain nombre d'annonceurs, puisque là, on est là dans une logique d'exposition commerciale, peuvent effectivement commencer à trouver problématique de voir leur promotion, leur communication associée à ces messages. Et donc, effectivement, c'est un poids supplémentaire qui peut jouer auprès de ces plateformes commerciales. Quid de l'argument souvent utilisé par les politiques français qui disent si on ne peut pas forcer YouTube, Twitter et Facebook à faire des choses, forçons Orange, Free et SFR à ne pas les diffuser, à les bloquer. Alors, la barrière technique, elle est... faut pas tomber dans le syndrome de la ligne Maginot, c'est-à-dire faire des textes qui correspondent à des usages techniques du moment. On l'a vécu avec Adopi, où on a dit, par exemple, le téléchargement va être bloqué et va être contrôlé par Adopi. Plus personne télécharge aujourd'hui. Évidemment, puisqu'il consomme en streaming. Le problème, c'est que le texte qui a donné naissance à Adopi prévoit explicitement que la haute autorité est en charge du téléchargement et n'a aucune autorité ni compétence pour le streaming. Donc, mais techniquement, on peut demander
demandé à Orange de bloquer une partie des vidéos de YouTube? Alors, l'idée étant surtout de voir effectivement, comment dire, à partir de YouTube, non, effectivement, ce n'est pas possible dans le sens où il faut vraiment obtenir, et c'est le plus simple, la coopération de ces plateformes. Et c'est pour ça que quand Bernard Cazeneuve a été en Californie à la fin de la semaine dernière, il faut avoir un discours avec ces entreprises. Plateformes, monsieur Arpagian, disons la vérité, elles s'en fichent complètement. Ce qu'elles veulent, c'est une liberté totale. C'est le seul moyen, il faut que l'État soit fort. Il faut une colonne vertébrale. Elle respecte l'autorité. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre des discussions qui se font, tant du point de vue fiscal que du point de vue juridique, il faut avoir une discussion ferme avec ces acteurs-là, qui, on l'a vu avec les États-Unis, on l'a vu avec la Chine dans d'autres contextes, effectivement, les fait reculer, les fait en tout cas prendre en considération. Il n'y a pas d'obstacle technique à récupérer des vidéos, c'est juste un investissement humain, un investissement technologique pour les récupérer, mais en tout cas, il n'y a pas d'impossibilité suprême. C'est pas un grand écart pour un jeune comme vous d'être à la fois adorateur d'Internet, emballé par Internet et finalement méfiant d'Internet? Mais non, au contraire. Et c'était une des grandes réflexions de la journée de ces assises. C'était qu'en fait, Internet, c'est une construction. Internet n'est pas un objet dans lequel on ne sait pas comment évoluer. Nous pouvons faire en sorte qu'Internet ressemble à la société dans laquelle nous avons envie de vivre et d'y reproduire le contrat social et les valeurs. Et lorsque nous avons discuté avec toutes les associations qui étaient là, SOS Racisme, les gens de Studio Bagel aussi par exemple, des humoristes qui produisent du contenu sur Internet, eh bien nous nous sommes dit, il faut faire en sorte qu'Internet soit un espace où on n'est pas soumis à la radicalisation, à la haine, mais au contraire que ce soit un espace d'échange et d'information. Et ces compagnies qui ont du pouvoir, qui ont la possibilité de faire changer les choses, eh bien doivent nous donner la possibilité d'être épargnés de tous ces contenus haineux sur Internet. Vous êtes un utopiste formidable. Merci beaucoup.